Tout le monde connaît le Luger, n'est-ce pas? Le pistolet le plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale. L'arme qui incarnait la puissance militaire allemande, élégante, précise, mortelle. Pendant des décennies, le Luger représentait le trophée de guerre que tout soldat allié rêvait de s'approprier. Un fragment concret de l'adversaire, un emblème de triomphe. C'était l'ingénierie allemande dans toute sa splendeur. Son mécanisme à verrou coulissant était d'une finesse remarquable. L'angle de la crosse, avec cette inclinaison distinctive de 55 degrés, en faisait l'un des revolvers les plus intuitifs à pointer jamais conçus. La cartouche 9 mm Parabellum qu'il utilisait devint le calibre le plus répandu au monde pour les pistolets et les mitraillettes. À l'évocation d'un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'imagine invariablement avec un Luger à la ceinture. Voici donc une interrogation qui pourrait vous étonner. Pourquoi Erwin Rommel, le renard du désert, ce général allemand le plus célèbre du conflit, celui dont le nom évoque la brillance tactique par excellence, pourquoi refusait-il systématiquement de porter cette arme iconique de l'Allemagne? Pourquoi optait-il plutôt pour un Beretta italien? Cela dépasse une simple question de goût personnel en matière d'armes à feu. Il s'agit de saisir le style de commandement unique qui fit de Rommel l'un des chefs militaires les plus novateurs du XXe siècle. C'est lié à son pragmatisme en matière de guerre. Et cela révèle un aspect du renard du désert, souvent éclipsé par sa réputation légendaire de stratège. Car en comprenant les raisons du choix d'armes de Rommel, on commence à percer la personnalité de l'homme lui-même. Et cet homme était bien plus nuancé et pragmatique que ne le laisse supposer le mythe. Erwin Johannes Eugen Rommel naquit le 15 novembre 1891 à Heidenheim, une petite ville du royaume de Wurtemberg, dans le sud de l'Allemagne. Il ne grandit pas dans un milieu militaire. Son père était instituteur, sa mère était la fille d'un fonctionnaire local. Le jeune Erwin n'était pas un enfant particulièrement robuste. On le décrivait même comme assez frêle durant son enfance. Petit pour son âge, pâle et studieux. Mais un tournant survint à l'adolescence. Il se prit de passion pour le sport, pour les machines, et pour un don du leadership qui marquerait toute son existence. Rommel était captivé par le fonctionnement des objets. Adolescent, il construisit son propre planeur, un appareil opérationnel qui vola réellement. Il avait l'habitude de démonter des mécanismes rien que pour les comprendre, avant de les remonter. Une fois, il démonta une motocyclette entière et la réassembla à la perfection. Il aspirait à devenir ingénieur. Son père en décida autrement. Sans les notes nécessaires pour l'université, le père d'Erwin l'orienta vers une carrière dans l'armée. En 1910, à 18 ans, Rommel s'inscrivit à l'école des cadets officiers à Danzig et intégra le 124e régiment d'infanterie de Wurtemberg. Il en sortit lieutenant en 1912. Il ignorait encore que, 2 ans plus tard, il se retrouverait plongé dans la guerre la plus destructrice que le monde ait connue, et que ce conflit le transformerait en une figure hors du commun. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en août 1914, le lieutenant Erwin Rommel avait 22 ans. Son baptême du feu arriva vite et faillit lui être fatal. Lors d'un affrontement en France en septembre 1914, Rommel se retrouva isolé dans un village, cerné par des soldats français. Il était en infériorité numérique et en armement. Ce qu'il fit alors dévoila un trait fondamental de son tempérament. Plutôt que de battre en retraite, il passa à l'offensive. Son fusil vidé et sans temps pour recharger, Rommel se rua sur 3 soldats français, baïonnette au canon. Il reçut une balle dans la cuisse, mais continua le combat jusqu'à l'arrivée de ses hommes à son secours. Ce schéma imprégnerait toute la carrière militaire de Rommel. Audace, prise de risque personnelle, commandement en première ligne. En 1917, Rommel fut affecté au prestigieux Alpenkorps, les troupes de montagne, et envoyé sur le front italien. C'est là, à la bataille de Caporetto, en octobre 1917,
qu'il accomplit un exploit mémorable. À la tête d'une unité réduite de quelques centaines d'hommes des montagnes, Rommel s'infiltra profondément dans les lignes italiennes. Pendant 52 heures d'affilée, sans repos, il guida ses troupes à travers les reliefs, s'emparant d'un poste après l'autre grâce à un mélange de surprise, de vélocité et d'audace pure. À la fin, Rommel et sa petite force avaient fait prisonniers 150 officiers italiens, plus de 9000 soldats et 81 pièces d'artillerie. Pour cet acte, il reçut la Pour le Mérite, la célèbre Blue Max, la plus haute distinction militaire prussienne. Il n'avait que 26 ans. Mais il faut souligner un point essentiel sur Caporetto. Rommel ne triompha pas par une supériorité en feu. Il l'emporta par la mobilité, la soudaineté, en se trouvant personnellement au cœur des décisions où il pouvait évaluer la situation et réagir plus vite que quiconque. Il gagna en étant là où un commandant n'était pas censé se trouver, à la pointe même de l'assaut. Cette leçon influencerait tout ce qui suivrait. Entre les deux guerres, Rommel enseigna à l'école d'infanterie de Dresde, puis à l'académie de guerre de Potsdam. Il se révéla un pédagogue exceptionnel. Ses cours étaient si appréciés qu'ils furent finalement compilés en un ouvrage intitulé « Infanterie greift an », traduit en anglais sous le titre « Infantry Attacks ». Ce livre devint un best-seller. L'armée suisse l'intégra même comme manuel de formation. C'est ainsi qu'il attira l'attention d'une figure destinée à transformer à jamais l'existence de Rommel. Adolf Hitler lut Infantry Attacks et en fut captivé. En 1936, il convoqua Rommel pour diriger sa garde personnelle lors du rassemblement de Nuremberg. Ce fut le point de départ d'une relation complexe qui propulserait Rommel au sommet de la gloire tout en menant inévitablement à sa fin tragique. Mais avant cela, elle le conduisit en France. En mai 1940, l'Allemagne déclencha son offensive éclair, la Blitzkrieg, contre l'Europe occidentale. Rommel était aux commandes de la 7e division Panzer et il la dirigeait d'une manière inédite. Il menait ses troupes depuis l'avant-garde absolue, loin d'un quartier général distant ou d'un poste de commandement équipé de cartes et de radios, mais directement sur le terrain, souvent dans le char de tête, sous le feu ennemi. Sa division progressait à une vitesse fulgurante et imprévisible, au point que même le haut commandement allemand perdait sa trace. On la surnomma la division fantôme, car elle s'évanouissait des cartes d'état-major pour ressurgir là où personne ne l'attendait. À la Meuse, Rommel traversa personnellement le fleuve dans l'un des premiers bateaux d'assaut, malgré les tirs français. Il mania lui-même les canons. Il hurla des instructions aux fantassins lancés dans l'attaque. Il grimpa sur les tourelles des tanks pour remplacer des équipages blessés. Ce n'était pas la conduite attendue d'un commandant de division. C'était Rommel. En 6 semaines, la France capitula. La 7e division Panzer avait couvert plus de terrain et plus rapidement que toute autre unité. Rommel devint un héros national et Hitler lui réservait une nouvelle mission. En février 1941, Erwin Rommel débarqua à Tripoli, en Libye. Les forces italiennes en Afrique du Nord étaient en déroute. Les troupes britanniques et du Commonwealth, sous les ordres du général Richard O'Connor, avaient anéanti la 10e armée italienne lors de l'opération Compass, capturant 130 000 prisonniers en seulement 10 semaines. Les Italiens avaient été repoussés sur des centaines de kilomètres. Toute la campagne nord-africaine semblait au bord de l'effondrement. Les directives du haut commandement allemand pour Rommel étaient claires. Tenir la position, servir de force de barrage pour bloquer l'avancée britannique vers l'ouest. Telles étaient ses instructions. Rommel les balaya d'un revers de main. Dès son arrivée à Tripoli, il s'envola dans son avion de reconnaissance personnelle, un Fieseler Storch, pour survoler le désert. Ce qu'il observa le persuada que les Britanniques étaient vulnérables, leurs lignes d'approvisionnement étirées à l'extrême, leurs effectifs amoindris par les renforts envoyés en Grèce. C'était une aubaine. Le 24 mars 1941, bien avant que l'ensemble de ses troupes ne soit sur place, Rommel lança l'offensive.
Les Britanniques furent pris au dépourvu. En quelques jours, il reprit Benghazi. Le 11 avril, les forces allemandes encerclèrent la forteresse de Tobrouk et atteignirent la frontière égyptienne. En 12 jours, une petite troupe allemande avait effacé des mois d'avance britannique. Ce fut une victoire éclatante qui valut à Rommel son surnom légendaire. La presse britannique le baptisa le Quote 1, un hommage réticent à sa ruse et à son génie tactique. La propagande allemande s'empara du titre. Joseph Goebbels fit de Rommel une vedette, le symbole du triomphe militaire germanique. Mais ce sobriquet ne saisissait qu'une partie de la réalité. Oui, Rommel était astucieux. Oui, il excellait à décrypter le champ de bataille, à flairer les faiblesses et à frapper là où l'adversaire s'y attendait le moins. Pourtant, ce qui le rendait vraiment unique était plus élémentaire, sa présence physique. Pas au quartier général, pas en retrait, mais là, sur la ligne de front, au cœur de la poussière, de la fournaise et du tumulte du combat. Rommel survolait régulièrement les positions en Fieseler-Storch, atterrissant souvent près des unités pour délivrer ses ordres de vive voix. Il pilotait son véhicule de commandement jusqu'aux avant-postes pour observer la situation de ses propres yeux. Il ajustait personnellement le tir de l'artillerie. Il repérait lui-même les emplacements ennemis. Cela rendait fous ses officiers d'état-major. Ils ne parvenaient pas à le localiser. Ils ne pouvaient pas coordonner avec lui. Il reprochait qu'il délaissait ses responsabilités de général en chef. Rommel s'en moquait. Il était convaincu, et toute sa carrière le démontrait, que le commandant se doit d'être là où se prennent les décisions cruciales, non pas à éplucher des rapports ou à scruter des cartes, mais sur le terrain, où il pouvait voir et réagir plus vite que l'ennemi. Cependant, cette méthode posait un défi concret. Le désert était impitoyable. L'Afrique du Nord n'avait rien à voir avec la France. La chaleur y était infernale, avec des températures dépassant régulièrement 120 degrés Fahrenheit. Le sable s'infiltrait partout. Moteurs, armes, yeux, poumons. Le vent charriait des particules si fines qu'elles écaillaient la peinture des métaux et aveuglaient un homme en quelques minutes. Pour un chef qui passait son temps exposé à l'avant du champ de bataille, la fiabilité du matériel n'était pas une vague préoccupation, c'était une question de survie. Parlons du Luger P-08. Aucun pistolet n'est plus emblématique dans l'histoire militaire. Conçu par Georg Luger en 1898 et adopté par l'armée allemande en 1908, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le mécanisme à verrouillage par genouillère était à la fois raffiné et d'une précision remarquable. L'angle de la poignée, cette inclinaison caractéristique de 55 degrés, en faisait l'un des pistolets les plus intuitifs à pointer qui ait jamais été conçu. La cartouche 9 mm Parabellum qu'il utilisait devint la munition la plus répandue pour les pistolets et les mitraillettes à travers le monde. Les officiers allemands adoraient le Luger. C'était un symbole de statut, un signe de rang, un héritage de l'ingénierie allemande. Pourtant, le Luger avait un défaut majeur. Le même mécanisme à verrouillage par genouillère qui lui conférait une telle élégance le rendait aussi fragile. Le système exigeait des tolérances extrêmement serrées, avec des pièces assemblées avec une précision quasi horlogère. Cela fonctionnait parfaitement en usine. Cela allait bien sur un stand de tir, mais pas dans le désert. Le Luger était infamous pour ses encrassements dès qu'il était exposé à la poussière, à la saleté ou au sable. Le mécanisme à genouillère était essentiellement ouvert aux éléments. Les grains de sable pouvaient s'infiltrer dans l'action, provoquant des blocages au pire moment imaginable. L'arme nécessitait un nettoyage méticuleux pour opérer de manière fiable, un entretien qui n'était pas toujours réalisable en pleine bataille. Des essais militaires démontraient même que la fiabilité du Luger chutait drastiquement dans des conditions difficiles. Un test lui attribuait un taux de fiabilité de seulement 75%. Autrement dit, un coup sur 4 risquait de ne pas partir correctement, pile quand on en avait le plus besoin.
C'est la raison pour laquelle l'armée allemande cherchait un remplaçant depuis 1927. C'est pourquoi elle adopta finalement le Walther P-38 en 1938. Un pistolet doté d'un mécanisme plus simple et plus robuste, mieux adapté aux rigueurs du terrain. Mais même le P-38 paraissait complexe aux yeux des standards du désert. Il comptait 11 petits ressorts, 2 fois plus que le Luger, et des composants élaborés qui pouvaient se perdre lors du démontage. Pour un commandant comme Rommel, qui passait ses journées dans l'environnement le plus inhospitalier qu'on puisse imaginer, qui avait besoin d'une arme infaillible en toutes circonstances, les pistolets de service allemands standard posaient un vrai souci. Il lui fallait autre chose, quelque chose de basique, quelque chose qui ne lâcherait pas. Le Beretta modèle 1934 n'était pas une arme renommée. Il n'avait pas le glamour du Luger. Il n'avait pas la puissance du M1911 américain. C'était un petit pistolet compact, chambré en 380. ACP, une munition que la plupart des experts militaires jugeaient trop faible pour un usage combat sérieux. Mais le Beretta M 1934 possédait une qualité bien plus précieuse que le prestige ou la force dans les déserts impitoyables d'Afrique du Nord. Il était fiable. D'une fiabilité incroyable, tenace, presque monotone. Le Beretta reposait sur un simple système de recul direct. Pas de mécanisme de verrouillage compliqué, pas de maillon à genouillère finement ajusté, pas de pièces délicates susceptibles de gripper ou de casser. La glissière était ouverte sur le dessus, une caractéristique distinctive des Beretta prouvée depuis 1915, ce qui assurait une alimentation et une extraction impeccables, ainsi qu'un chemin d'éjection clair quasi impossible à obstruer. Le pistolet ne comptait que peu de pièces mobiles. Il pouvait être démonté sur le terrain sans outils. Il se nettoyait vite et sans effort. Il se remontait à tâtons dans l'obscurité. Et le point essentiel, il tirait. Du sable dans le mécanisme, il tirait. De la poussière qui obstruait tout, il tirait. Une chaleur extrême provoquant la dilatation des métaux, il tirait. Le Beretta M 1934 avait été conçu pour les soldats italiens engagés en Éthiopie. En Espagne, dans les Balkans, des théâtres où les conditions étaient rudes et l'entretien compliqué. Il était fait pour tenir le coup. Une anecdote, peut-être légendaire, mais souvent racontée par les vétérans italiens, illustre un officier allemand et un Beretta. Au cours de la campagne de Russie, un officier italien s'endormit avec son Beretta à portée de main. Au réveil, le Beretta avait disparu. À sa place, un Luger. Quelques soldats allemands, dans la nuit, avaient échangé son célèbre pistolet germanique contre le fiable modèle italien. Vrai ou faux, ce récit met en lumière une vérité essentielle. Les combattants qui devaient vraiment se battre appréciaient de la fiabilité par-dessus le prestige. Le Beretta M 1934 offrait d'autres atouts que spécifiques à Rommel. Il était compact, mesurant seulement 15 cm de long. Son poids à vide n'atteignait que 650 grammes, idéal pour un commandant en perpétuel mouvement, sautant dans et hors des véhicules, grimpant dans des avions, courant d'une position à l'autre. Une arme plus petite et plus légère se transportait sans peine. Le recul était modéré. La cartouche 380 ACP était douce en comparaison du 9 mm Parabellum, permettant des tirs de suivi plus rapides et moins de fatigue lors d'échanges prolongés. Et malgré sa munition plus modeste, le Beretta offrait une précision suffisante aux distances pertinentes pour la défense personnelle. Rommel n'envisageait pas d'affronter des tanks ennemis avec son arme de poing. Il voulait un outil qui fonctionnerait si un soldat adverse s'approchait trop, un moyen de se défendre dans le tumulte d'une position submergée en un instant. Le Beretta M 1934 remplissait précisément ce rôle. Il était pragmatique, il était fiable, il était atypique. En somme, il convenait à merveille à Rommel. Il existe une autre facette du choix de Rommel, qui est souvent passée sous silence. En Afrique du Nord, Rommel ne dirigeait pas uniquement des troupes allemandes.
Il commandait les forces de l'Axe, une coalition intégrant des unités italiennes substantielles. À plusieurs reprises, il exerçait un contrôle opérationnel sur des divisions italiennes qui surpassaient en nombre ses propres troupes allemandes. Cela générait des difficultés. Les armées allemandes et italiennes disposaient d'armements distincts, de doctrines divergentes et de capacités variées. Les officiers allemands méprisaient souvent leurs alliés italiens, les considérant comme mal entraînés et peu motivés. Des frictions existaient, de l'amertume régnait. Rommel devait gérer cela avec prudence. Il avait auparavant été subordonné au Commando Supremo italien, l'état-major suprême de l'Italie. Bien que tous sachent que les forces allemandes constituaient la véritable moteur de la campagne d'Afrique du Nord, ils collaboraient avec des généraux italiens irrités à l'idée de recevoir des ordres d'un Allemand. Ils veillaient à préserver l'unité de la coalition tout en appliquant ces stratégies audacieuses. Exprimait du respect. Cela démontrait que Rommel appréciait l'équipement italien, la collaboration avec les alliés italiens. Que ce fût par calcul ou par simple pragmatisme, le résultat demeurait identique. Cela facilitait les relations indispensables au bon fonctionnement des forces de l'Axe en Afrique du Nord. Bien entendu, fidèle à lui-même, Rommel accordait sans doute plus d'importance à l'utilité pratique qu'au symbole politique. Il opta pour le Beretta car il était efficace. Non pour complaire aux Italiens, mais le fait qu'il remplisse aussi un rôle diplomatique était un avantage supplémentaire. Le choix d'armes de Rommel revêtait aussi une dimension psychologique, qui mérite d'être explorée. Rommel n'était pas un général allemand conventionnel. Il originait de Souabe, en Allemagne du Sud. Pas de Prusse, berceau historique du corps des officiers allemands. Il s'exprimait avec un accent souabe, marqué, ce qui le désignait comme un étranger. Il n'avait pas fréquenté l'académie de guerre renommée de Berlin. Il n'avait pas occupé de poste à l'état-major général. Dans la hiérarchie rigide de l'armée allemande, Rommel apparaissait comme une exception, un roturier parvenu au sommet par son talent pur, sans emprunter les voies aristocratiques prussiennes traditionnelles. Ce statut d'outsider influençait sa manière de commander. Rommel se montrait franc là où d'autres généraux optaient pour la diplomatie. Il agissait avec fougue, tandis que les autres restaient prudents. Il désobéissait aux ordres qu'il jugeait erronés. Il privilégiait les résultats à l'étiquette. Et il sélectionnait son matériel en fonction de son efficacité, non de ses attentes conformistes. Transporter un Luger était la norme. C'était ce que faisaient les officiers allemands. Cela incarnait l'image, la tradition, l'identité d'un officier de la Wehrmacht. Rommel préférait la fonctionnalité à la coutume. Cela révélait un trait essentiel de sa personnalité. Il acceptait l'inconventionnel. Il osait contester les normes. Il prenait des décisions que d'autres officiers jugeraient étranges, voire inconvenantes, tant qu'elles répondaient à ses besoins concrets. Cette aptitude à défier les conventions se manifestait tout au long de sa carrière, dans ses tactiques qui violèrent les règles de coordination méthodique, dans ses habitudes personnelles qui l'exposaient à des risques que la plupart des généraux évitaient, et dans son engagement tragique final au sein de la conspiration contre Hitler. Le Beretta n'était qu'un détail, une arme de poing qui n'a probablement jamais tiré un coup de feu en combat, mais il symbolisait l'homme. Rommel optait pour ce qui fonctionnait. Point final. Finalement, la campagne d'Afrique du Nord lui échappa, non en raison d'erreurs tactiques ni de choix défaillants, mais à cause des froides équations de la guerre. Lors de la seconde bataille d'El Alamein, en octobre 1942, Rommel affronta une armée britannique dirigée par le général Bernard Montgomery qui le surpassait à raison de 2 contre 1 en effectif, 3 contre 1 en avion et plus de 4 contre 1 en char. La suprématie aérienne alliée avait étouffé ses lignes d'approvisionnement. Ses blindés manquaient de carburant. Ses soldats étaient épuisés. C'était, comme l'écrivit un historien, une bataille d'usure que les Alliés pouvaient supporter,
et que l'Allemagne ne pouvait se permettre. Rommel dut se replier. Un repli en combattant, magistralement mené, mais un repli quand même. En mai 1943, les dernières forces de l'Axe en Afrique du Nord capitulèrent. Plus de 275 000 soldats allemands et italiens furent faits prisonniers. Rommel n'en faisait pas partie. Hitler l'avait rappelé en Allemagne avant l'effondrement total. Sa guerre se poursuivit un temps en Italie, puis en France, où il reçut la mission de fortifier le mur de l'Atlantique face à l'invasion alliée attendue. Mais l'Afrique du Nord forgea sa légende. Le renard du désert, le chef qui avait ridiculisé les Britanniques avec une fraction de leurs moyens, le général qui commandait en première ligne et bravait les probabilités. Et tout au long de cela, il portait son berretta italien. Le 17 juillet 1944, la voiture de son état-major fut mitraillée par des avions alliés. En Normandie, il fut grièvement blessé, à un cheveu de la mort. Pendant sa convalescence, il fut mêlé à la conspiration du 20 juillet visant à assassiner Hitler. Les preuves contre lui étaient indirectes. Rommel avait discuté avec des conjurés. Il avait exprimé des doutes sur les chances de victoire de l'Allemagne. Il avait proposé de juger Hitler plutôt que de le tuer. Cela suffit. Le 14 octobre 1944, 2 généraux allemands se présentèrent à la résidence de Rommel. Ils lui offrirent un choix. Subir un procès spectacle pour trahison, avec la mort assurée et la disgrâce pour sa famille, ou avaler du poison en échange d'obsèques officielles et de la protection de ses proches. Rommel opta pour le poison. Il avait 52 ans. Son fils Manfred, âgé de seulement 15 ans, fut le dernier membre de la famille à le voir vivant. Rommel lui confia « Cote 2 ». Ce fut le cas. L'opinion publique allemande apprit que Rommel était décédé de ses blessures. Il reçut des funérailles d'État avec tous les honneurs militaires. Hitler fit envoyer une couronne funéraire. La vérité ne fut révélée qu'après la guerre. Aujourd'hui, Rommel demeure l'une des figures les plus analysées et controversées de la Seconde Guerre mondiale. Était-il un tacticien de génie ou un joueur imprudent? Un soldat professionnel ou un général nazi? Un homme d'honneur ou un serviteur du mal? Les réponses sont nuancées. L'histoire ne nous offre que rarement des héros ou des vilains simplistes. Mais on peut affirmer sans hésiter ceci. Erwin Rommel était un pragmatique. Il agissait avec efficacité sur le champ de bataille, comme en dehors, en matière de tactique et d'équipement, dans les grandes décisions stratégiques comme dans le modeste choix de son arme de poing. Le Luger jouissait d'une grande renommée. Le Luger était prestigieux. Le Luger était allemand. Rommel portait un berretta, car dans la dure réalité de la guerre au désert, ce qui comptait n'était pas la tradition, ce qui comptait n'était pas le prestige. Ce qui comptait n'était même pas la fierté nationale. Ce qui comptait, c'était posséder une arme qui tirerait au moment où l'on presserait la détente. Telle est la leçon de Rommel et de son berretta. Une leçon sur le pragmatisme face au prestige, sur la fonctionnalité contre la forme, sur la détermination à adopter ce qui fonctionne, même si cela va à l'encontre des conventions. Les chefs militaires contemporains continuent d'étudier les tactiques de Rommel. Le général Norman Schwarzkopf le qualifiait de génie des batailles de manœuvre. Les généraux israéliens Ariel Sharon et Moshe Dayan le voyaient comme un modèle et une icône. Ils examinaient sa stratégie, son audace, sa propension à endosser des risques. Mais ils auraient peut-être dû aussi scruter son berretta. Car la plus grande sagesse se cache parfois dans les choix les plus anodins. Erwin Rommel, le renard du désert, le général allemand qui arborait un pistolet italien, le pragmatique conscient que dans la guerre comme dans l'existence, ce qui prime n'est pas ce qu'on attend. Ce qui prime, c'est ce qui marche.